Je vais donc commencer. Merci à la Ligue de l'enseignement pour cette invitation et puis merci au Centre social Le Kaléidoscope. Alors, ma thèse porte sur l'enseignement des faits religieux et de la laïcité à l'école primaire. L'association Enquête, qui développe des outils pour aborder les faits religieux et la laïcité avec les enfants, est à l'initiative de cette thèse qui est une recherche-action. Je vais vous présenter dans un premier temps les résultats de mon analyse de terrain, donc de thèse, et dans un deuxième temps, je vous parlerai du travail de l'association Enquête, notamment dans le périscolaire, auprès des enfants et des adolescents. Alors, ma thèse a pour objet de dresser un état des lieux de la place de l'enseignement des faits religieux et de la laïcité à l'école primaire en Île-de-France, et de décrire, analyser et évaluer les outils développés par l'association Enquête pour le champ scolaire. L'expression « faits religieux » symbolise bien les enjeux fondamentaux et singulièrement français des débats sur la place des religions à l'école républicaine. L'expression caractérise une approche scientifique du religieux considérée comme un fait social et historique englobant et va à l'encontre d'une représentation du religieux relevant uniquement d'une conviction privée. L'usage de cette expression est susceptible de rassurer les enseignants sceptiques quant à cet enseignement. La laïcisation du terme religion semble pourtant encore insuffisante, puisque l'éducation nationale prend une précaution supplémentaire en ajoutant l'adjectif laïque devant l'expression fait religieux, pour donner l'enseignement laïque des faits religieux. Après 1 an et demi de terrain, j'ai réalisé des entretiens avec des professeurs des écoles et des agents de l'éducation nationale et assisté à des stages de formation initiale et continue des enseignants. Je vais d'abord vous parler des programmes de la formation et de l'accompagnement. Depuis 2008, les programmes de l'école primaire intègrent le socle commun des connaissances et compétences qui présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire de 6 à 16 ans. Celui-ci intègre un enseignement transversal du fait religieux et de la laïcité par l'acquisition de 2 grandes compétences, la culture humaniste et les compétences sociales et civiques. À partir de la rentrée 2016, un nouveau socle commun entrera en vigueur. Celui-ci intégrera aussi un enseignement transversal du fait religieux et de la laïcité par l'acquisition de 2 grandes compétences, la formation de la personne et du citoyen et les représentations du monde et de l'activité humaine. Les nouveaux programmes de l'école primaire et du collège attendus pour la rentrée 2016 déclineront et préciseront ce nouveau socle. Ces nouveaux programmes ont été publiés le 26 novembre dernier. Je n'en parlerai pas dans mon intervention. Dans ces 2 versions du socle commun, on trouve des occurrences implicites et explicites des faits religieux. Dans le socle de 2008, le fait religieux y est convoqué comme contenu de connaissance à transmettre aux élèves. La laïcité y est plutôt mentionnée comme cadre institutionnel et idéologique, puisque c'est l'esprit de laïcité ou le principe de laïcité qui est appelé à être connu et respecté. Pourtant, comment faire adhérer les élèves et leurs familles sans leur transmettre des connaissances à ce sujet ? Comment donner à comprendre la laïcité sans parler des faits religieux ? Si l'articulation d'un enseignement des faits religieux et de la laïcité semble nécessaire, voire évident pour certains professeurs, ce n'est pas le cas de la majorité. L'enseignement des faits religieux et de la laïcité sont déconnectés. Le nouveau socle commun maintient cette dichotomie. Dans ce nouveau socle commun, la laïcité fait l'objet d'un nouveau traitement. Cette fois-ci, elle y est définie. Elle y est définie ainsi, je cite, « La laïcité garantit la liberté de conscience et le professeur devra insister sur la profondeur historique de ce principe. » Il faut souligner aussi l'inflexion pédagogique qui, sur le domaine des faits religieux, incite les élèves au questionnement. Dans les 2 socles, les faits religieux sont mentionnés, mais jamais définis. Le socle commun est décliné dans les programmes scolaires. Je vais donc vous parler rapidement des programmes scolaires de 2008, qui sont donc encore en vigueur. Les occurrences de la laïcité et des faits religieux dans les programmes de 2008 se retrouvent dans plusieurs disciplines et pour chaque niveau du cycle 3, CE2, CM1, CM2. Les disciplines dans lesquelles les faits religieux et la laïcité sont nécessairement évoqués sont l'histoire et la géographie, l'histoire des arts, l'instruction civique et morale. Voici 2 exemples en histoire-géographie. Je cite « Connaître le rôle de Jésus et des apôtres dans la naissance et l'expansion du christianisme » ou encore à propos de la Révolution française et du XIXe siècle en CM2, je cite « À partir de différents documents, identifier et comprendre de quelle manière la République s'enracine en France. L'école, la symbolique républicaine, la séparation des églises et de l'État. » Un autre exemple, cette fois en histoire des arts en CM1, sur différents documents relatifs à l'histoire des arts, identifier les principales manifestations du christianisme. Il n'existe donc pas de programme dédié à un enseignement des faits religieux et de la laïcité, puisque cet enseignement est transversal. Plusieurs problèmes se posent alors.
Dès lors qu'aucun outil pédagogique ne sont donnés, il revient aux professeurs de les créer. Il n'existe pas de consensus au sein des professeurs sur l'inscription ou non de cet enseignement, des faits religieux comme de la laïcité, dans les programmes. Sans consensus, il est difficile d'imaginer une mise en œuvre effective, généralisée et systématique de cet enseignement. Une grande partie des professeurs considèrent que cet enseignement existe dans le cadre de l'histoire. Cette circonscription de l'enseignement des faits religieux à l'histoire pose plusieurs problèmes. Les religions semblent appartenir au passé. Il y a une inégalité entre les religions. Le catholicisme est clairement prédominant à cause de son importance dans l'histoire de France. Et les professeurs ne savent pas comment parler des croyances et des pratiques sociales liées aux religions. Certains ne le font pas. Les programmes d'histoire ne les incitent pas à le faire. Finalement, une des difficultés majeures pour le professeur est comment faire un enseignement transversal dans le cadre de programmes scolaires disciplinaires déjà établis et bien chargés. La formation et l'accompagnement des professeurs pour l'enseignement des faits religieux et de la laïcité. Je vais parler de la formation initiale et continue très rapidement. Les IUFM, anciennes structures de formation des professeurs, ont été supprimées et remplacées en 2013 par les ESP, École supérieure du professorat et de l'éducation, chargée de la formation initiale. Alors que les IUFM étaient placés sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, les ESP sont intégrés aux universités, qui décident des contenus des formations et ne sont pas soumises à l'exécution des demandes ou recommandations de l'Éducation nationale. Bien que Vincent Peillon avait, lorsqu'il était ministre, demandé aux ESP d'intégrer à leur plan de formation des modules obligatoires sur la laïcité, toutes les ESP ne l'ont pas encore fait. Il existe une inégalité territoriale dans ces offres de formation. Une désorganisation générale des ESP permet de l'expliquer, en partie. Certaines ESP ou certaines académies qui, elles, organisent la formation continue sont plus avancées sur l'offre de formation sur ces sujets que d'autres. Le problème de la formation des formateurs est essentiel aussi. En effet, avant de former les futurs enseignants ou les professeurs stagiaires, il faut mobiliser les personnes à même de les former à ces sujets. Pour l'heure, il s'agit essentiellement des professeurs d'histoire et des professeurs de philosophie. Là encore, l'approche des faits religieux est partielle. Pour les formations existantes initiales comme continues, leur format est souvent inadapté aux besoins des enseignants. Des formations très théoriques et sous un format magistral qui ne donnent pas la place souhaitée par les enseignants ou futurs enseignants aux pratiques pédagogiques effectives, posture, compétences et outils. Donc une difficulté pour les organisateurs des formations à intéresser leur public. Les formations auxquelles j'ai moi-même assisté réunissaient des professeurs de primaire et des professeurs du secondaire, alors que leurs besoins sont profondément différents. Pardon, je suis un peu perdue. Sont profondément différents, que ce soit en termes théoriques comme pédagogiques. Et une des premières explications, c'est que le professeur des écoles a un rôle transversal que n'a pas le professeur du secondaire, qui est dans un enseignement disciplinaire. L'autre problème, c'est que dans la formation comme dans les programmes, la laïcité n'est généralement pas conçue comme un contenu d'enseignement, mais plutôt comme un cadre, comme un contenu d'enseignement. Voilà. La laïcité n'est pas conçue comme un contenu d'enseignement que le professeur devrait s'approprier pour ensuite le transmettre aux élèves, mais plutôt comme un cadre juridique, réglementaire, à connaître, à faire connaître, à respecter, à faire respecter. Elles sont d'ailleurs appelées formation à la laïcité et non pas formation sur la laïcité. L'enseignement des faits religieux est généralement absent de ces formations. Pour parer à ces manques, dans la formation, le ministère développe actuellement des modules d'auto-formation sous format numérique. 2 modules ont très récemment vu le jour, un module sur la laïcité et un module sur l'enseignement laïque des faits religieux. Mais il pose plusieurs problèmes. Ces modules maintiennent une dichotomie entre la laïcité et les faits religieux, et il n'y a pas d'échange direct avec un formateur spécialiste de ces questions. Il donne à voir différentes approches pédagogiques, mais ne propose ni outils pédagogiques concrets, ni accompagnement. En plus d'une offre de formation initiale et continue effective et plus adaptée aux pratiques des enseignants, il serait nécessaire que des acteurs de terrain, comme les conseillers pédagogiques, soient formés et mobilisés pour accompagner les professeurs à la mise en œuvre de cet enseignement. Je vais maintenant vous parler des professeurs et vous faire une esquisse des profils des professeurs que j'ai rencontrés. À ce jour, j'ai réalisé des entretiens avec 7 directeurs d'écoles élémentaires et 16 professeurs des écoles. Ces entretiens ne permettent pas de mettre en évidence une typologie exhaustive des positions des professeurs sur l'enseignement de la laïcité et des faits religieux, mais permettent néanmoins de vous livrer une esquisse de cette typologie. Il y a 3 grands profils des positions des professeurs sur la pertinence et la légitimité d'un enseignement des faits religieux, traduisant la pluralité des conceptions de la laïcité scolaire.
D'abord, les professeurs réticents. Des professeurs réticents par principe à l'enseignement des faits religieux qui considèrent cet enseignement soit illégitime, soit non pertinent. Quelques exemples des arguments avancés pour justifier cette position. Ils considèrent qu'un enseignement laïque des faits religieux n'est pas possible et illégitime. Ils utilisent d'ailleurs de manière indifférenciée les expressions enseignement des religions et enseignement des faits religieux. Ils associent souvent les religions à des phénomènes sources d'obscurantisme et de conflits et expriment souvent leur athéisme avec ferveur. Ils ne connaissent pas le mot agnostique. Il y a aussi ceux qui considèrent qu'il est possible de parler de manière laïque des religions, mais que ce n'est pas souhaitable. Et ils avancent entre autres l'argument suivant. L'introduction et la mise en œuvre de cet enseignement iraient à l'encontre du mouvement impulsé à la fin du XIXe siècle avec la laïcisation des personnels enseignants et des contenus d'enseignement. Dans ces deux conceptions, la laïcité scolaire est comprise comme « la religion n'a pas sa place à l'école, c'est une affaire privée », ce qui est vrai du point de vue du professeur, mais pas des élèves, qui, hormis le fait de ne pas porter de signes religieux ostensibles ou de contester des contenus d'enseignement, ne sont pas soumis au devoir de neutralité des professeurs. Sur l'enseignement de la laïcité, ces professeurs avancent souvent l'argument que la laïcité se vit au quotidien, dans la vie scolaire et dans la classe, mais ne s'apprend pas. Toujours dans la catégorie réticents, ceux qui considèrent que cet enseignement existe déjà dans les directives institutionnelles et dans les pratiques, à travers l'histoire, mais qui ne voient aucune pertinence à la transversalité de cet enseignement. Il y a aussi les professeurs plutôt favorables sur le principe, mais réticents de fait, par peur ou par gêne. Ils ne sont pas certains de la légitimité de cet enseignement, mais lui trouvent une pertinence. Ces incertitudes et interrogations contradictoires sont renforcées par leur manque de connaissances et de compétences spécifiques pour mettre en œuvre cet enseignement. Ils ont peur d'interférer avec l'éducation familiale et redoutent la réaction des élèves et des parents. Il y a ensuite les professeurs indifférents. Cette catégorie est plus difficile à décrire, bien que très intéressante à étudier. Les professeurs font l'objet d'une demande sociale permanente et sur tous les sujets aux maux de la société. On ne peut pas tout faire, la laïcité et les faits religieux, c'est important, mais ce n'est pas un chantier prioritaire. Il y a ensuite les professeurs favorables. Et là aussi, plusieurs profils. Ceux qui sont réticents quant à une évolution interne à l'approche disciplinaire, ce sont les professeurs qui mettent en œuvre cet enseignement exclusivement dans le cadre de l'histoire ou de l'histoire des arts, mais à la différence de ceux que j'ai placés dans la catégorie réticents, ceux-là prennent le temps dans le cadre du déroulé du programme d'histoire de faire un point spécifique consacré à la question des croyances et des pratiques sociales liées aux religions et à relier les faits religieux historiques au présent. Ensuite, il y a ceux qui ne construisent pas un programme pour leur enseignement ou ne l'inscrivent pas dans une discipline déjà existante, mais qui se fondent sur l'utilisation des rares outils existants, élaborés par l'Institut européen en sciences des religions, créé à la suite du rapport de Régis Debray, ou l'association Enquête. Une pratique qui n'est donc pas précédée d'une élaboration pédagogique. Enfin, il y a ceux qui sont dans l'élaboration pédagogique, ils piochent dans les programmes, les objectifs, connaissances et compétences attendus, et dans les outils à leur disposition, voire ils inventent des outils. Ils créent leur propre enseignement des faits religieux. Je vais vous parler du rapport à l'institution, aux élèves et à leurs familles. Le non-consensus dans le corps enseignant témoigne déjà d'une certaine indifférence, voire défiance à l'égard de l'institution. Comment ignorer l'inscription de cet enseignement dans les programmes, sauf à ne pas lire les programmes et les directives institutionnelles, ou à les lire, mais à refuser ces directives. Une défiance à l'égard de l'institution ministérielle qui s'explique en partie par les changements réguliers de ministres et les nombreuses réformes. Je cite, « Aujourd'hui, le ministère nous enjoint à enseigner la laïcité et les faits religieux, mais demain, ce sera encore autre chose. » Ou encore, « Ils n'ont jamais enseigné, ils ne connaissent pas le terrain et ne viennent jamais voir ce qui s'y passe. Quand on fait remonter à nos inspecteurs nos souhaits de formation sur tel ou tel sujet, ils restent lettre morte. » Au cours de mes entretiens, la peur de la réaction des élèves comme de celle des parents est aussi mobilisée par les professeurs qui ne mettent pas en œuvre cet enseignement comme une justification. Pourtant, lorsque je demande à ces mêmes professeurs s'ils ont déjà eu des problèmes à ce sujet avec les élèves ou leurs familles, la majorité répond non. Au final, le facteur dominant permettant d'expliquer la mise en œuvre ou non de cet enseignement par les professeurs des écoles semble être le rapport individuel du professeur aux faits religieux et aux convictions. Le grand défi est donc comment créer une unité dans les pratiques pédagogiques sans consensus préalable et sans la confiance du corps enseignant en la politique publique institutionnelle en la matière. En somme, comment convaincre les professeurs par le lobbying d'organisations de la société civile comme l'association Enquête ou la Ligue de l'enseignement, qui se fondent sur une expérience de terrain, ou par la mise en avant de bonnes pratiques et en comptant sur la capillarité des pratiques enseignantes. Je vais rapidement vous parler de mes observations dans une classe, parce que j'ai le temps de parler que d'une classe. J'ai choisi un exemple
qui met en avant les questions et problèmes que soulève cet enseignement lorsque le professeur, pour le dire vite, est mal préparé. La classe du professeur Jeanne. Une classe double niveau, CM1, CM2, de 25 élèves dans une école parisienne socialement mixte. Jeanne enseigne dans cette école depuis 15 ans. Elle décide de mettre en place cet enseignement par l'utilisation de l'outil L'Arbre à défis, développé par l'association Enquête, agréé par l'Éducation nationale. Il s'agit d'un jeu de société. Celui-ci permet d'aborder les faits religieux et la laïcité à partir de questions que les enfants se posent au quotidien. Son contenu a été validé par l'Institut européen en sciences des religions. D'abord, on observe une superposition d'intentions et de finalités. Un intérêt personnel de Jeanne pour l'enseignement de la laïcité et des faits religieux lié à ses propres convictions. Je cite « Je suis croyante catholique, mais à ma façon, je crois au message du Christ. Je vais à l'église quand j'ai le temps et j'ai fait baptiser mes enfants. » Un intérêt qui est aussi lié à ses origines. De nationalité belge, elle a exercé le métier d'enseignante dans les écoles libres, privées, en Belgique, précisant qu'elle a découvert la laïcité en devenant professeure des écoles en France. Je cite « Je m'intéresse beaucoup à la laïcité. Je n'avais rien compris en arrivant en France parce qu'en Belgique, ça n'a pas le même sens. Je considérais qu'être laïque, c'était négatif. Je pensais que c'était un rejet de toute religion. Or, c'est être neutre et on accueille toutes les religions. » Ensuite, c'est par devoir professionnel, c'est inscrit au programme. Ensuite, c'est en fonction de l'intérêt exprimé ou supposé de ses élèves pour les faits religieux. Elle a mis en œuvre cet enseignement en utilisant l'arbre à défis suite aux cours sur la naissance de l'islam et aux nombreuses questions de ses élèves qui lui ont ensuite demandé qu'elle leur apporte des connaissances sur le christianisme et le judaïsme. C'est aussi en fonction de la confession exprimée par ses élèves. Et là, on voit qu'elle ne respecte pas la neutralité à laquelle elle est tenue. Je cite « Cette année, je n'ai pas parlé du judaïsme parce que je n'ai pas d'élèves juifs. » Les thématiques et outils. Le choix d'utiliser l'arbre à défis, une approche différente et complémentaire, un outil rassurant. Donc, des outils existants insuffisants, le déroulé du programme comme les manuels scolaires. Je cite Jeanne, « Je ne sais pas quoi dire et ce que je peux dire sur la figure de Mahomet, il y a très peu d'éléments dans le manuel. » Elle a acquis le jeu sur ses deniers personnels. Elle aurait pu en faire la demande à l'école, mais son directeur d'école semble assez réticent quant à cet enseignement. Lors d'un entretien avec lui, il m'a dit, je cite, « Je suis embêtée que ce soit Jeanne qui mette en œuvre cet enseignement. J'imagine que vous voyez pourquoi. Il y a des professeurs athées dans l'école qui me semblent plus à même de faire cet enseignement. » La mise en œuvre de l'arbre à défis. 11 séances de 1 heure étalées de novembre 2014 à juin 2015. Jeanne y associe d'autres dispositifs, en l'occurrence inventés par elle-même, en se basant sur les manuels scolaires, la Bible, ses recherches sur Internet. Wikipédia revient beaucoup. Les thèmes choisis donnent à voir des éléments pour le judaïsme, le christianisme, l'islam et la laïcité. Elle les sélectionne en fonction des finalités qu'elle associe à cet enseignement. Selon le calendrier, par exemple, les séances sur Pessah et Pâques ont été réalisées dans les semaines de célébration de ces fêtes. La finalité est de donner à comprendre l'organisation et l'articulation du temps profane et religieux. Ensuite, selon l'actualité, par exemple, la séance de la semaine suivant les attentats de janvier 2015, Jeanne invente un dispositif très problématique, mais dont je n'ai pas le temps de parler ici, et le complète par l'utilisation de la carte sur Muhammad. Encore, et encore un autre exemple, elle choisit de faire travailler ses élèves simultanément sur les cartes musulmans et israéliens. La finalité est de faire acquérir à ses élèves des connaissances et des compétences pour analyser les problématiques contemporaines. Ensuite, selon les directives institutionnelles, par exemple, le défi sur Abraham a été initié parce que la conseillère pédagogique d'art visuel avait envoyé l'œuvre de la semaine aux écoles. Celle-ci représentait le sacrifice du fils d'Abraham. La finalité, là, est de croiser les compétences disciplinaires de ses élèves pour qu'ils saisissent la complexité des phénomènes religieux. Ou encore pour prolonger, approfondir ou revenir sur des points du programme scolaire, d'histoire ou d'instruction civique. Par exemple, une des cartes choisies pour le défi stéréotype portait sur le baptême républicain et permettait de mettre en évidence l'existence de symboles républicains. La finalité est ici d'inscrire cet enseignement dans les programmes scolaires qui font déjà consensus au sein du corps enseignant. Avantages et limites de cette mise en œuvre et ses causes. Avantages, une mise en œuvre effective de cet enseignement, la transversalité des connaissances et des compétences mobilisées. L'outil apporte des connaissances de base aux professeurs qui les transmet ensuite à ses élèves. L'outil permet le maintien d'une liberté pédagogique. Jeanne décline le jeu en fonction de ses besoins, finalités et complète son usage par l'invention de dispositifs pédagogiques complémentaires. Un outil ludo-éducatif qui mobilise l'intérêt des élèves et les compétences à développer. Limite de la mise en œuvre et de l'outil. Des besoins programmatiques pour définir les connaissances de base.
Les cartes du jeu permettent de le faire, mais un programme incontournable, un déroulé type manque, ce qui permet au provoque une liberté et des inventions pédagogiques parfois problématiques. Ensuite, le manque de connaissances du professeur Jeanne sur les faits religieux demeure problématique et le manque de formation à la mise en œuvre pédagogique et à l'obligation de neutralité du professeur sont notables. Quelques exemples de manquement à son devoir de neutralité. Dans la vie scolaire, l'exemple des bonbons, dont Jeanne explique, quand Jeanne explique à ses élèves qui n'en veulent pas parce qu'il y a de la gélatine de porc, qu'elle n'en contient plus après avoir été bouillie et que l'islam doit se moderniser comme le christianisme. Dans les contenus d'enseignement, par exemple, par l'emploi du pronom « nous » en parlant des chrétiens. Jeanne s'inclut dans la communauté religieuse dont elle parle à ses élèves et elle emploie le pronom « eux » ou « vous » en parlant des musulmans ou des juifs. Autre exemple très problématique, l'assignation confessionnelle et identitaire de ses élèves. Je cite « Tu sais pourquoi tu es juif, toi ?» ou « Comme tu es chrétienne, c'est toi qui présenteras le défi sur le baptême à la classe. » En conclusion, des directives politiques et institutionnelles plus explicites sont nécessaires, une articulation des enseignements de la laïcité et des faits religieux. Des modifications dans les documents d'accompagnement à la prise en main du jeu L'Arbre à défi sont nécessaires aussi. Ce déroulé type et cet accompagnement sont en cours de réalisation. Une formation pour apporter des connaissances sur les faits religieux et pour une mise en œuvre pédagogique optimisée de l'outil. Une formation à l'application pédagogique du devoir de neutralité dans les contenus d'enseignement comme dans la vie scolaire, intégrant le rapport du professeur à la nature des savoirs impliqués par l'étude des faits religieux. Apprendre à dire au professeur et à assumer le « je ne sais pas », il n'y a pas de réponse unique et véridique. En somme, un besoin d'accompagnement sur mesure. Ça, c'était pour vous parler donc de ma thèse. J'en suis à 1 an et demi de terrain, il me reste 1 an et demi encore de travail. Je vais maintenant vous parler de l'association Enquête et notamment de son travail dans le périscolaire. Donc, l'association Enquête a été créée il y a 5 ans, en partant du constat que le déclin de la place des traditions religieuses dans la culture commune, couplé à la disparition de certains canaux de transmission traditionnels, tendent à rendre l'environnement proche, le monde contemporain et l'héritage culturel incompréhensibles pour les enfants. Ce phénomène s'accompagne de tensions qui se nourrissent d'une méconnaissance et d'une incompréhension de la conviction de l'autre, qu'elle soit religieuse ou non religieuse. Dans ce contexte, la laïcité n'est pas présentée aux enfants comme le cadre d'une coexistence apaisée des différentes convictions dans la vie quotidienne, mais d'une manière abstraite ou bien restrictive, comme une régulation des débordements potentiels du religieux. Or, c'est très tôt que les enfants se posent des questions au sujet de l'empreinte du religieux dans leur environnement et se montrent curieux et sensibles à ces questions. Si de nombreux acteurs soulignent l'importance de la découverte de ces questions chez les enfants, dans la mesure où c'est l'âge où les questions émergent à ce sujet, les initiatives existantes en France sont pourtant restreintes. En effet, la France, aujourd'hui, offre peu de lieux ou d'outils aux enfants dans un cadre institutionnel pour leur donner à voir ou comprendre la laïcité et les faits religieux. Les cibles. D'abord des enfants de primaire, entre 8 et 11 ans. Cette tranche d'âge est celle de la découverte de l'environnement, de la curiosité. C'est aussi à partir de ce moment que la capacité à utiliser l'abstraction et la conceptualisation est pleinement mobilisable. C'est aussi un âge peu marqué par les préjugés. Il n'existe que très peu d'outils utilisant une approche ludique pour aborder ces questions. Il s'agit essentiellement soit d'outils confessionnels pour accompagner l'enfant dans la découverte d'une foi particulière, soit d'outils érudits, qu'Enquête se propose de compléter en utilisant une méthode pédagogique particulière. L'association s'appuie sur une approche résolument laïque et investit donc le champ du savoir et non celui des croyances. Enquête anime des ateliers au format ludique et créatif. Selon la durée des ateliers, le fil conducteur varie. Il peut prendre la forme de la création d'un jeu de loi que l'enfant ramène chez lui en fin d'année. Il construit aussi bien l'objet physique que les questions. Ou ça peut être aussi une fresque réalisée en commun, la réalisation d'un reportage ou d'un spectacle. La méthode pédagogique. Les ateliers s'appuient sur une double approche pédagogique, l'utilisation du jeu et des loisirs créatifs pour donner à découvrir et rendre l'enfant acteur de la séance. Une pédagogie du questionnement, l'objectif étant d'amener l'enfant à réfléchir par lui-même, prendre conscience de certaines confusions ou préjugés. Le déroulement pédagogique s'organise en 5 grands thèmes. Le vocabulaire de la laïcité et les faits religieux. Les grandes figures des récits fondamentaux des traditions religieuses. Le temps collectif, l'organisation de la semaine, de l'année, les fêtes, et le temps individuel, le parcours de vie des croyants. L'espace, les lieux de culte, les lieux saints, mais aussi la typonymie, les noms de quartiers, de villes, d'hôpitaux. Le quotidien, les pratiques cultuelles, sociales, vestimentaires, alimentaires. Les ateliers ont lieu dans des centres sociaux et depuis l'année 2014-2015 dans des écoles en temps périéducatif dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Quelques chiffres, durant l'année 2014-2015, hors vacances scolaires, Enquête a animé 15 ateliers réguliers dans 13 structures, centres sociaux, écoles et chez des particuliers, et 7 villes. Paris, Nogent, Lyon, Nice, etc. 5 ateliers ponctuels dans 4 structures qui ont sollicité Enquête, par exemple un collège parisien lors de la semaine des médias. Au total, 299 séances touchant 180 enfants pour les ateliers réguliers et 5 séances pour 221 enfants et jeunes pour les ateliers ponctuels. Le nombre d'ateliers a augmenté cette année et les villes d'intervention se sont encore diversifiées, Strasbourg, Bordeaux notamment. Pour avoir un impact de façon pérenne, Enquête travaille à des outils pour les enseignants et les éducateurs dans la formation des éducateurs au sens large, animateurs, enseignants, parents. Depuis l'année 2014-2015, Enquête propose également des ateliers d'apprentissage par la recherche, inspirés par les Saventuriers, à destination des adolescents et prochainement des outils pour les enseignants du secondaire. J'ai bientôt fini. Très rapidement, je vous parle des ateliers Apprendre par la recherche. Donc, pour l'association Enquête et à la demande d'un centre social parisien, j'ai expérimenté un nouveau format d'atelier en direction des adolescents, Apprendre par la recherche. Cette pédagogie consiste à mettre les jeunes en position de chercheurs sur les faits religieux et la laïcité, à leur faire appréhender les méthodes de recherche en sciences sociales des religions. C'est un atelier qui s'est déroulé tout au long de l'année scolaire 2014-2015 en 25 séances de 1 heure. Les adolescentes de l'atelier, 6 jeunes filles de 4e, ont choisi elles-mêmes leur thème de recherche. Pourquoi, dans un pays laïque tel que la France, existe-t-il des jours fériés chrétiens ? Les adolescents ont ensuite choisi une méthode, l'entretien. Elles ont identifié différentes personnalités à interviewer pour creuser au mieux cette question. Un avocat en droit du travail, un historien, des représentants de 3 cultes, juifs, catholiques et musulmans, ainsi qu'un représentant de la libre pensée. Pour formaliser leurs recherches, elles ont choisi de filmer ces entretiens. Ces vidéos, un film de synthèse des 6 entretiens et une vidéo pour chacun d'entre eux sont mis à la disposition d'enseignants et d'éducateurs sur le site de l'association pour leur permettre de travailler avec d'autres jeunes à partir de cette pédagogie. Cette pédagogie est déclinée cette année dans 3 collèges parisiens. Enquête accompagne les professeurs souhaitant expérimenter ce format. La démarche Apprendre par la recherche consiste à passer d'un questionnement personnel des adolescents à une recherche objective, cherchant consciemment à s'éloigner de toute partialité. Dans une grande liberté de parole, il s'agit d'apprendre dans un premier temps à se poser des questions qui sont réellement ouvertes, celles dont la réponse n'est pas évidente, puis de cerner les multiples dimensions et la complexité d'un sujet. Dans un deuxième temps, apprendre à diviser une question de recherche en de multiples sous-questions qui peuvent chacune faire l'objet d'une recherche. L'association a pour objectif de permettre aux éducateurs de disposer d'une pédagogie et d'un accompagnement pour sa mise en œuvre, pour aborder ces sujets sensibles et importants avec des adolescents. C'est une démarche adaptée au public adolescent, une démarche qui tient compte des caractéristiques de cet âge, questionnement existentiel, affirmation forte d'une identité en cours d'élaboration, recherche de la contradiction, ancrage déjà fort des préjugés, besoin d'exprimer les questionnements, frustration et colère. Une démarche qui propose l'abord de la laïcité à travers les questionnements et l'expérience des adolescents. Ces derniers éprouvent en effet une difficulté de compréhension de la laïcité et d'adhésion aux valeurs qui lui sont associées en raison d'une approche abstraite de la laïcité. Elle apparaît également parfois comme une compilation d'interdits. L'atelier se propose de découvrir une représentation concrète, c'est-à-dire quotidienne et positive de la laïcité et de ses principales dimensions. Liberté de conscience, liberté de culte dans le respect du droit, égalité des citoyens, indépendance réciproque des religions et de l'État. Un accompagnement des enseignants. La démarche d'apprentissage par la recherche permet à l'éducateur d'adopter la position de neutralité requise sans l'imposer aux élèves qui peuvent exprimer leurs questionnements. Ces derniers constitueront le départ d'un discours distancié, réfléchi, objectif et impartial. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je remercie Madame la Présidente qui est responsable du Centre Kaléidoscope et Madame la Secrétaire Générale de la FAL 72 pour cette invitation. Mon propos visera à, après cette étude de cas et cette enquête de terrain qui vous a été présentée par ma collègue, à prendre à la fois un peu de recul et donner de la chair à cette histoire de la laïcité en France. Cette problématique de la laïcité n'a jamais complètement disparu de l'horizon des débats internes de la société française, mais peut-être que si j'étais venu il y a 40 ans ici, la salle n'aurait pas été pleine. Et ceux qui ont l'âge de se souvenir des années 70 peuvent comprendre pourquoi je dis ça. Dans les années 60-70, la question semblait en cours de résolution. Je ne dis pas résolue,
mais en cours de résolution par des citoyens qui, tout en continuant à exprimer pour une majorité d'entre eux un attachement au catholicisme, avaient pris acte d'un changement structurel du cadre. Restait la question scolaire. La question scolaire était en suspens et les manifestations de 1984 ont montré qu'elle était vive, cette question scolaire. Restaient aussi les questions d'éthique et de mœurs et les débats comme les manifestations, débats parfois tendus, qui ont accompagné et la législation sur l'avortement jusqu'à la législation sur le mariage pour les personnes de même sexe, montrent qu'il y avait de quoi discuter dans ce cadre-là. Mais justement, le régime démocratique laïque, dans cette période de manifestation, de débat sur ces thèmes-là, n'était pas remis en question. Alors que 100 ans plus tôt, c'était ce qui était en jeu. Et ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment est venu, par quel processus ce consensus est venu, alors qu'au début du siècle, deux France s'affrontaient. On a l'habitude de parler d'une France laïque et d'une France catholique. N'oublions pas qu'au début du XXe siècle, 9 personnes sur 10 se déclarent catholiques. C'est donc une France catholique et une France catholique laïque qui s'affrontent. Il y a des juifs, des protestants, des athées, des agnostiques, mais ils constituent une petite minorité dans la société. Et il faut bien comprendre qu'une partie du processus est née d'un processus interne au catholicisme, et pas simplement au catholicisme français. À cela s'ajoutent des événements nationaux et internationaux, et je tâcherai de vous montrer en quoi la guerre de 14-18, celle de 39-45, ont compté. Je vous propose, et ça peut être, me semble-t-il, un biais utile pour des professeurs, des enseignants, dans un cadre scolaire, de partir de la situation locale, au Mans. Puis ensuite, envisager cette histoire de l'application de la loi de 1905 dans le cadre national. Dans un troisième temps, j'évoquerai les enjeux internationaux très contemporains auxquels sont parfois confrontés des citoyens, des citoyennes, de manière violente le 13 novembre, mais il y a de multiples autres manières d'être confrontés à cette problématique-là, avant de revenir sur la question de l'école. Alors, dans le cas du Mans, ce qui est intéressant, c'est d'observer les deux places, la place de la République et la place des Jacobins, où chaque camp manifestait à tour de rôle il y a 100 ans. La Sarthe a longtemps été un département électoralement divisé en deux, les Blancs d'un côté, les Bleus de l'autre. Dans le sud de la France, on dit les Blancs et les Rouges. C'était un héritage de la Révolution française, au cours de laquelle l'événement le plus violent fut la bataille du Mans, en décembre 1793, opposant les troupes royalistes vendéennes d'un côté et les troupes républicaines de l'autre. Un siècle plus tard, dans une France ayant opté pour la République, le pape Léon XIII appelait au ralliement des catholiques français au régime républicain. Il y a donc autour de 1892-93, après le toast d'Alger puis l'encyclique pontificale, un mouvement de ralliement des catholiques français au régime républicain. Et ce mouvement est entravé par l'affaire Dreyfus et ses conséquences. Si 9 Français sur 10, comme je l'ai dit à l'instant, se définissaient comme catholiques, ils restaient profondément divisés sur le système politique à appliquer et sur le rôle des autorités religieuses, en l'occurrence du clergé. La loi sur les associations du 1er juillet 1901, que beaucoup d'entre vous connaissez, est aussi une loi contre les congrégations. Pourquoi ? Parce qu'elle oblige les congrégations à demander une autorisation. Et certaines congrégations religieuses savent qu'elles n'obtiendront pas cette autorisation. Au Mans, par exemple, les jésuites, qui avaient un rôle important dans la ville, ils sont partis après la loi du 1er juillet 1901, parce que les provinciaux, en France, ont dit « nous savons que nous ne recevrons pas cette autorisation, alors plutôt que d'être humiliés, nous partons. » Et nous partons hors de la France métropolitaine. En visite au Mans en juin 1902, le président de la République, Loubet, rencontra l'évêque du Mans, Monseigneur de Bonfils, à la préfecture. Et il lui dit, je cite le président Loubet, « Si l'on veut qu'on respecte les croyances religieuses, le clergé ne doit pas combattre les institutions qui nous régissent. » Donc vous avez ici le président de la République et l'évêque du Mans qui savent très bien
où l'un et l'autre se positionnent. Le maire du Mans, à l'époque, s'appelait Paul Ligneul. Il avait pendant 1 an refusé de se prononcer sur les congrégations religieuses, c'est-à-dire sur les questions d'autorisation. Il avait dit au conseil municipal, écoutez, c'est un sujet un peu tendu, je dois faire attention à l'électorat, et donc on ne va pas décider tout de suite de ce qui doit se passer. Mais lorsque l'arrêté préfectoral intervient, il ne peut plus reculer, et l'arrêté préfectoral indique que toutes les directrices des écoles religieuses qui n'ont pas demandé une autorisation doivent fermer l'école immédiatement. Alors à ce moment-là, il y a eu une première manifestation, plusieurs centaines de personnes qui passent devant la préfecture du Mans et elles scandent, ces personnes, « Vive les sœurs, Dieu le veut, à Balignolles ». Une seconde manifestation, plus importante, eut lieu en avril 1903 pour défendre les Capucins, qui allaient également devoir partir, avec ce slogan « Catholiques, partisans de la liberté, manifestons. Les Capucins sont proscrits et seront expulsés. Vive la liberté !» Vous le voyez, autour de ces mots d'ordre, et comparé à la situation d'aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu, beaucoup plus tendu au niveau de la population, c'est-à-dire de ceux qui défendent cette manière de concevoir les rapports sociétaux. La loi de 1901 fut suivie par celle de 1904, une loi explicitement anti-congréganiste, le prélude à l'expulsion de 30 000 religieux et religieuses hors de France métropolitaine. Ligneul s'était montré prudent lors de son premier mandat, mais ça ne l'avait pas empêché d'écrire au Grand Orient de France, je cite, c'est une lettre, « Jamais le mot de Gambetta, le cléricalisme voilà l'ennemi, n'a aussi été vrai, si juste et si dangereux, même dans nos départements arriérés. » C'est y parler de la Sarthe, évidemment. La campagne de 1904, la campagne politique de 1904 fut plus mouvementée qu'en 1900, entre 3 listes, l'Union républicaine de Ligneul, l'Union républicaine radicale et socialiste des socialistes, et Liberté, Égalité, Fraternité, une liste antiministérielle, mais portée par, ici, la droite, et plutôt la droite catholique, si vous voulez. Donc vous voyez aussi l'usage des termes qui est très intéressant. C'est au nom de la liberté qu'il s'agit de défendre pour ces catholiques la possibilité pour les religieux et les religieuses en habit de continuer à vivre en France métropolitaine. 3 mois plus tard, éclata l'affaire des fiches. Je rappelle d'un mot ce que fut l'affaire des fiches. Afin d'écarter de l'armée ou de ses postes clés, de retarder la promotion, les cléricaux, c'est-à-dire les officiers catholiques qui disaient ou qui montraient qu'ils étaient catholiques, le général André, ministre de la Guerre, avait obtenu du Grand Orient de France des fiches détaillées sur la vie privée, les convictions politiques et religieuses de plusieurs milliers d'officiers français. Cette affaire éclata dans la presse, et dans la Sarthe et au Mans en particulier, ce fut un problème parce qu'on a découvert qu'un certain nombre de fiches avaient été signées par Paul Ligneul. Donc il y a eu un procès, et Paul Ligneul dut démissionner, tout comme le gouvernement Émile Combes en janvier 1905. C'était le premier point, et c'est pour vous dire que cette loi, qui aujourd'hui est commémorée, célébrée, elle ne s'est pas passée du tout dans un contexte très calme. Elle s'est passée dans un contexte tendu, violent, avec beaucoup d'enjeux de mémoire entre des populations qui posaient des problèmes et des problématiques de fond. Donc, une histoire conflictuelle. Le vote du 9 décembre 1905, préparé par Aristide Briand, intervint alors que la majorité républicaine n'était pas unifiée sur tous les points. Il y avait des tensions entre radicaux et socialistes. Pour certains, y compris au sein du Parti radical qui a été récemment créé, la question se posait, est-ce que nous voulons vraiment une séparation ou est-ce qu'on veut un aménagement du concordat ? Quel était l'intérêt du concordat pour certains radicaux ? C'était de dire, nous payons, nous maîtrisons. Si les curés, les pasteurs et les rabbins, la question ne se posait pas à ce moment-là pour les imams, si les curés, les pasteurs et les rabbins sont des fonctionnaires de l'État, on a un moyen de pression sur eux. Alors que s'ils sont libres, on perd ce moyen de pression. Et donc il y avait
dans le camp radical, si vous voulez, des personnes qui n'étaient pas forcément favorables. Mais ils étaient minoritaires. La majorité était favorable à la séparation. De l'autre côté, ceux qui étaient anti-séparation se disaient, est-ce que c'est vraiment, finalement, important de rester sous la coupe de l'État, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas conquérir une forme de liberté, tout en étant certainement plus pauvre. Donc il y avait ce contexte et ces débats-là internes aux deux camps dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'Assemblée, les débats furent de haute tenue entre le 21 mars et le 3 juillet 1905. Mais une fois que la loi fut adoptée, deux faits ont entraîné une forme de réviviscence des tensions. Et ces deux faits sont les suivants. D'une part, la décision gouvernementale de procéder aux inventaires, puisqu'il y avait une gestion nouvelle des cultes et de ce qui se trouvait dedans, et bien, il fallait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ces lieux de culte. Et pour une partie de l'opinion, les inventaires, tels qu'ils ont été organisés en fin 1905, en 1906 surtout, rappelaient la vente des biens nationaux, c'est-à-dire réveillaient cette mémoire qui disait il y a eu une vente des biens des catholiques. Donc, tension, et il y a une célèbre carte postale des Pyrénées où on voit un ours qui défend les portes d'une église. Dans l'autre fait qui attise les tensions, ce sont deux encycliques du pape Pie X, l'encyclique Verum Internos et l'encyclique Gravissimo Officii Munere, dans lesquelles le pape condamne le principe même de la séparation, d'une part, et enjoint aux catholiques de ne pas participer à la mise en œuvre de la loi. Qu'est-ce qui était en jeu ? Ce qui était en jeu, c'est la question suivante. Qui fixe les règles de fonctionnement de la cité et qui a le dernier mot en cas de conflit ? C'est absolument fondamental et c'est un jeu qui n'est pas du tout propre à la question française ici. Comment est-on passé en France de la situation de blocage à une situation de consensus ? Je vais rapidement le dire par trois grandes étapes. La première étape, ce fut celle de la Grande Guerre. Le 2 août 14, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Malvy, suspend les lois anticongréganistes. Quel est l'enjeu ? Il s'agit de dire toutes les religieuses et les religieux qui sont partis de France métropolitaine, au moment où la patrie est en danger, doivent revenir sur le sol de France pour défendre la patrie. Ils peuvent servir pour les religieux dans l'armée, en tant que combattants, en tant qu'infirmiers, en tant qu'aumôniers, puisque l'aumônerie est organisée, et puis pour les religieuses en tant qu'infirmières. Et donc, cette suspension des lois permet à des dizaines de milliers de religieux et de religieuses de revenir sur le sol métropolitain. Alors la question qui se pose, c'est après la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire ? En 1919, il y a une majorité de droite qui est élue, donc la question ne se pose pas. Mais en 1924, c'est le cartel des gauches qui est élu. Et dans le programme du cartel des gauches, il y a l'application des lois anticongréganistes et l'extension de la loi de séparation à l'Alsace et à la Moselle, qui était allemande en 1905. Le programme du cartel de gauche est très clair. Est-ce qu'il a été appliqué ? Non. Et la question, pourquoi ? Eh bien, il n'a pas été appliqué parce que pendant 18 mois, une partie de l'opinion française s'est mobilisée tous les week-ends pour dire 1. Nous ne voulons pas d'application des lois anticongréganistes. 2. Nous ne voulons pas d'extension de la loi de séparation de 1905 à l'Alsace et à la Moselle. Au Mans, c'est le 22 mars 1924 que 18 000 personnes sont rassemblées contre le programme du cartel des gauches. Au bout de 18 mois, Édouard Herriot, qui dirigeait le gouvernement, recule. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, en Alsace et en Moselle, c'est le Concordat de 1801 qui s'applique. Et c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, vous avez des religieux et des religieuses, en habit ou sans habit d'ailleurs, en France. L'étape suivante fut la Seconde Guerre mondiale. Je vais le dire assez rapidement, mais
aussi bien à Vichy qu'à Londres ou dans la résistance intérieure, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a eu tous les courants de pensée, toutes les familles de pensée françaises, dans les trois cas. Et c'est ce qui fait qu'au moment de la libération en France, il a pu y avoir une forme d'accord sur la règle du jeu nouvelle et un ralliement. Mais ce ralliement est plus profond que ça. Et ça m'amène à mon troisième point, c'est prendre un petit peu de recul et évoquer la dimension internationale de la problématique. Comment le discours du magistère de l'Église catholique, qui était très net en 1905, en 1906, s'est-il infléchi? Il s'est infléchi dans un combat face aux États totalitaires, que ce soit le nazisme d'un côté ou le communisme de l'autre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans son message de Noël 1944, le pape Pie XII reconnaît l'aspiration d'une partie toujours plus grande de l'humanité à la démocratie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans le discours du magistère de l'Église catholique. Au milieu des années 50, ce qui était présenté comme l'idéal historique concret à atteindre, c'est-à-dire la thèse « il faut un État catholique pour les catholiques », comme l'était l'Équateur en 1873, c'est-à-dire un État quasiment théocratique, si vous voulez. Voilà l'idéal à atteindre pour les catholiques, disaient les responsables du magistère catholique. Eh bien, cet idéal est abandonné. Il y a une reconnaissance que les sociétés sont plurielles et qu'il faut penser l'avenir différemment, que l'horizon ne doit plus être dans un État absolument confessionnel. Et il faut penser le pluralisme différemment. Et cette réflexion est poussée par les pères du Concile Vatican II, et notamment au travers d'un texte qui est celui du décret sur la liberté religieuse. Le déplacement était le suivant, je vais le résumer d'une phrase. Entre la fin du XVIIIe siècle et 1965, toute la difficulté du point de vue du magistère de l'Église catholique, c'était de dire est-ce que la vérité, est-ce que l'erreur peut avoir des droits? La vérité, elle est connue. Est-ce que l'erreur peut avoir des droits? Et dans le cadre du Concile Vatican II, l'accent est déplacé sur les droits de la personne. Ce n'est ni la vérité ni l'erreur qui ont des droits, c'est la personne et la dignité de la personne qui fait qu'elle peut bénéficier de droits. À partir de ce moment-là, l'État garantit à la personne humaine la possibilité de faire ceci ou de faire cela. Ce déplacement des droits de la vérité aux droits de la personne est un déplacement absolument considérable et qui a créé un schisme dans l'Église catholique. Ce schisme ne s'est pas manifesté immédiatement sous la forme d'un schisme, mais c'est une tendance, celle du catholicisme intégral, ce qui est dit dans le langage commun les intégristes catholiques, qui font schisme en 1988 avec Monseigneur Lefebvre. Je le rappelle dans tel ou tel cours ou dans les conférences, le problème central pour ce courant catholique intégral n'était pas tant la messe en latin que la question de la liberté religieuse, c'est-à-dire l'abandon de la thèse, c'est-à-dire l'abandon de la perspective de l'État catholique, intégralement catholique. Ça, c'est absolument central. Or, dans les sociétés majoritairement protestantes, il y avait des États confessionnels, mais certains avaient déjà, d'une manière ou d'une autre, pensé une forme de séparation. Le cas le plus connu est celui des États-Unis. On va voir dans quelles limites, mais en tout cas, dans la discussion qu'on pourra avoir, mais en tout cas, sur le plan institutionnel au niveau de l'État fédéral, pas au niveau de chaque État, ça avait été pensé, et postérieurement, d'autres États majoritairement protestants ont rompu tout lien avec une église d'État. C'est le cas en Suède, c'est le cas en Norvège, par exemple. En revanche, ailleurs de l'espace européen ou nord-américain, la tendance a été plutôt inverse. Et je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que cette tendance a été inverse. Cette tendance, elle apparaît dès 47-48. En 47-48, il y a 3 États qui sont fondés sur une référence confessionnelle exclusive. Ces 3 États sont le Pakistan, Israël et Ceylan, qui devient le Sri Lanka. Le Pakistan sur une référence islamique, Israël sur une référence juive, et Ceylan, le Sri Lanka, sur une référence bouddhiste.
C'est très très important de les étudier ensemble et de comprendre que le problème du Ceylan ou du Sri Lanka, ça n'a pas été simplement un problème entre bouddhistes et hindous avec des minorités musulmanes et chrétiennes. Ça a été véritablement un problème structurel. À partir du moment où vous pensez l'État en lien avec une confession, vous créez ou vous reconnaissez une inégalité entre citoyens. Il n'y a pas d'autre solution. Si l'État a une référence confessionnelle, alors ceux de cette confession ont d'autres droits que ceux qui n'ont pas cette confession, quelle que soit la confession en jeu, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste ou hindoue. Ça vaut pour tout le monde. Et c'est très important d'en avoir conscience. Donc, en leur sein, les discussions ont été vives. Est-ce qu'on veut un État réellement démocratique ou un État juif? C'est encore le débat en Israël aujourd'hui. Est-ce qu'on veut un État réellement démocratique ou un État musulman ou un État islamique? C'est encore le débat aujourd'hui. Ça l'a été en Tunisie au moment de l'élaboration de la Constitution en janvier, jusqu'à son adoption en janvier 2014. Veut-on un État réellement démocratique ou un État bouddhiste? Si vous regardez un peu ce qui se passe en Birmanie aujourd'hui, vous voyez que la problématique se pose. La crise est profonde, et elle est profonde dans le monde majoritairement musulman aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Et elle est d'autant plus profonde que les principes d'égalité et de liberté ont été découverts, transmis dans un cadre qui était un cadre spécifique, celui de la colonisation, où précisément ces principes n'étaient pas appliqués par les puissances qui les transmettaient, ce qui crée de la tension. En plus de l'humiliation de la défaite militaire, vous avez ici une tension. Comment vous qui prenez la liberté et l'égalité, vous créez dans les sociétés que vous dominez une inégalité de droit. Ce fait-là, ce fait historique-là, dans les années 60 et 70, a été récupéré et utilisé par des courants musulmans intégraux. Comme il y a un catholicisme intégral, il y a un islam intégral, notamment les courants wahhabites et banaïtes. Le courant banaïte, c'est le courant des frères musulmans, issu de Hassan el-Banna, qui a fondé le mouvement des frères musulmans en 1928. Et il s'est renforcé dans les années 60 et surtout les années 70. Le principe est el-Islam din wa dawla, c'est-à-dire l'islam et religion et État, pas de séparation entre le politique et le religieux. Ainsi pouvait écrire Rachid Ranouchi, celui qui dirige le mouvement En-Nahda en Tunisie, je cite les libertés publiques dans l'État islamique, l'islam est religion et État, autrement dit, il est une religion du programme de laquelle émane l'État, l'État est l'outil par lequel celle-ci atteint sa forme achevée. Il est bon sur ce point de ne pas estimer les efforts louables déployés par les érudits et les penseurs de l'islam dans leur lutte contre le courant de la laïcité. Et ils ont entrepris cette lutte pour réfuter les arguments par des arguments rationnels et définir une vision claire de ce que peut être un régime et l'État islamique dans tous les domaines. On a donc ici clairement, de la part d'En-Nahda, qui est un exemple parmi d'autres, de ce mouvement banaïte, c'est-à-dire l'État islamique, c'est contre l'État laïque. Ça se crée contre, et contre ces arguments. Je viens maintenant au cas de l'école française et à l'actualité la plus récente. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'il y a eu une crise économique en 2008 et que c'est la plus grave depuis 1929. Mais c'est important quand même de le rappeler. Je ne vous apprends peut-être pas non plus que la crise des réfugiés, qui est celle que nous connaissons depuis 2011, est également la plus grave depuis 1945. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences partout dans le monde, mais ça peut en avoir de plus graves, là où précisément il y a un désaccord sur la règle du jeu de la cité. Dans le numéro 7 de l'organe de Daesh, cet organe en français s'appelle Dar el-Islam, qui a été publié à la suite des attentats du 13 novembre, il y a une partie qui concerne le personnel de l'éducation nationale en France. Le numéro s'intitule « La France à genoux ». Et dans ce numéro, il y a une publication de la charte de la laïcité
qui est intitulée La Charte de la mécréance. Citation coranique à l'appui, appel est lancé aux musulmans, je cite, à frapper le plus durement possible les fonctionnaires de l'éducation nationale qui enseignent la laïcité, tout comme ceux des services sociaux qui retirent les enfants musulmans à leurs parents. Nous avons ici donc un appel clair à tuer, c'est le titre ici, comment combattre et tuer tous ces corrupteurs, donc les fonctionnaires de l'éducation nationale et en particulier les professeurs, notamment les professeurs d'histoire, sont des cibles depuis la fin du mois de novembre 2015. Il faut comprendre ce qui est en jeu, et moi ce qui me frappe, c'est que précisément les rédacteurs de cette revue, ils ont compris le contenu de la charte de la laïcité, alors qu'une partie des acteurs du terrain, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne savent pas très bien expliquer, parce qu'ils n'ont pas très bien compris le contenu de la charte de la laïcité. J'ai fait un test avec des futurs enseignants, ils étaient en Master 2, ils venaient de réussir leur concours, et tous m'ont dit, mais on ne sait pas comment l'apprendre, cette charte de la laïcité, à l'école. Alors je leur ai proposé un petit exercice. Je leur ai dit, vous prenez les 15 articles et vous regardez chaque fois quel est le sujet agissant. Qu'est-ce que ça donne? Article 1, la France, c'est-à-dire la nation, c'est-à-dire les citoyens. Voilà, le premier sujet agissant, c'est la nation. C'est important puisque ça renvoie à la souveraineté populaire, à la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui fonde les règles du jeu de la cité. C'est rien d'autre, rien d'extérieur. Ce n'est pas une vérité considérée comme révélée ou pas. C'est le peuple, la nation. Voilà pour l'article 1. Les citoyens qui se donnent un régime. Ensuite, il est indiqué la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Si vous regardez maintenant article 2 à article 9, l'acteur agissant est la République, ou la République laïque, ou le plus souvent la laïcité. Donc c'est ça qui permet quoi? Qui permet la séparation, qui permet la liberté de conscience, qui permet l'égalité et la fraternité, la lutte contre le prosélytisme, une culture commune, la liberté d'expression, le rejet des discriminations et des violences. Donc c'est intéressant de voir qui permet quoi ici. Puis vous prenez articles 10 et 11. Là, ce sont les personnels qui deviennent le sujet, les personnels de l'éducation nationale. Transmission du sens et de la valeur de la laïcité, d'une part, devoir de stricte neutralité, d'autre part. Enfin, articles 12 à 15, ils concernent plus directement les élèves qui ne peuvent pas revendiquer de convictions religieuses pour contester un enseignement ou rejeter les règles du fonctionnement de l'école, et qui sont, dans l'article 15, c'est une formule positive cette fois-ci, invités à être porteurs de la laïcité. En résumé, vous avez une synthèse, si vous voulez, de l'histoire de France des 2 derniers siècles ici. Et un résumé également de ce qui est le cadre républicain, démocratique, laïque. Et ce qui était intéressant, j'ai compris après pourquoi les enseignants, les jeunes enseignantes et enseignants n'arrivaient pas à saisir, c'est parce qu'ils s'étaient cherchés tout de suite dans cette charte. Et en se cherchant tout de suite, ils ne se retrouvaient qu'à la fin. Et les élèves encore plus loin. Mais ils n'avaient pas conscience de toute cette histoire en amont. C'est-à-dire qu'eux, ils s'inscrivent et ils sont inscrits dans une histoire. Les courants religieux intégraux, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindous, rejettent et combattent cette règle de la cité en général et cette règle de l'école en particulier. Elle est vécue comme une violence, en ce sens que ces courants-là, ou les représentants de ces courants intégraux, disent parler au nom d'un salut qui ne peut être seulement individuel. Et à partir du moment où vous dites le salut est collectif, la règle du jeu doit être collective. La plupart des élites religieuses actuelles et nombre de responsables politiques des sociétés majoritairement musulmanes n'ont pas abandonné cet horizon ultime de l'État islamique. En 1977, au Caire, un congrès des oulémas a appelé à la rédaction d'une constitution musulmane. Le principe était le suivant. Il y a différents États majoritairement musulmans, c'est un fait. Il faut qu'on aille vers quelque chose qui soit plus unifié. Qu'est-ce qu'on fait? Un groupe écrit une constitution musulmane et
de proche en proche, tous les États majoritairement musulmans qui se reconnaissent dans cette constitution adhèrent à cette constitution et on va arriver à un État musulman unique, commun. Ce projet, c'était 77, a été entravé par quoi? Par la révolution khoméiniste en Iran. Et Khomeini a proclamé l'avènement du premier jour du gouvernement de Dieu sur terre avec la constitution islamique iranienne. Ce qui a remis en question donc l'idée qu'il y avait une constitution par laquelle tous les États majoritairement musulmans pouvaient progresser. La dynamique a permis quand même la rédaction de la Déclaration sur les droits de l'homme en islam, qui a été signée par tous les États membres de l'OCI, et qui pose en principe que les musulmans ont d'autres droits que les non-musulmans. Ce qui fait un certain nombre de débats dans les sociétés majoritairement musulmanes, puisqu'il y a à la fois adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, d'une part, et puis adhésion à cette déclaration sur les droits de l'homme en islam, avec des contradictions entre les deux déclarations. 25 ans plus tard, dans leur majorité, les responsables religieux sunnites, dans le contexte que nous connaissons et qui est celui dans lequel je parle ce soir, condamnent des actes qualifiés de non-islamiques par Daesh, qui sont commis par Daesh, par exemple, brûler un pilote jordanien dans une cage, ça ne rentre pas dans les hudud, ça ne rentre pas dans les peines traditionnelles islamiques. Donc c'est un acte non islamique. Tuer 130 personnes à Paris qui n'avaient pas d'armes, qui ne menaçaient pas immédiatement, c'est un acte non islamique. En revanche, pour les peines, l'application des peines à l'intérieur de ce territoire à cheval sur la Syrie et l'Irak, ces responsables religieux musulmans ne disent pas que c'est non islamique. Et c'est pour ça que, par exemple, l'université d'Al-Azhar dit « Je considère que les responsables de Daesh restent musulmans. Ce sont des musulmans pécheurs, mais ils restent musulmans. » Il me faut conclure. Il y a 2 semaines, je me trouvais en prison pour y parler de citoyenneté, de laïcité et de religion avec une douzaine de détenus. L'échange fut très riche, même si parfois il y a eu des mots de défiance et de rejet à l'encontre de la société française, de ses représentants et de ses institutions. J'ai pu mieux mesurer l'urgence qu'il y a à échanger, à discuter de toutes les questions absolument sans tabou. L'aumônier du culte musulman était également présent. Il jouait un rôle très positif dans la circulation de la parole, notamment avec un détenu qui ne voulait pas parler parce qu'il pensait que j'étais des services généraux, enfin de la sécurité. À 2 reprises, cet aumônier a employé l'expression « chez nous ». Et puis on a eu un débriefing, et je lui ai dit, mais donc on était juste entre nous, et je lui ai dit, mais quand vous dites « chez nous », qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a dit, chez nous, dans les pays musulmans. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'une partie de l'échange qui avait duré 2h30 avec les détenus avait précisément porté sur les débats autour de la séparation du politique et du religieux dans les sociétés majoritairement musulmanes de langue arabe. J'avais évoqué les débats entre Rachid Rida et Ali Abdelrazek du milieu des années 20, où l'un disait « Mohamed a voulu créer un État » et l'autre disait « Non, Mohamed il a juste fondé une religion et pas du tout un État à référence musulmane ». Donc j'avais montré ça. Mais pour cet aumônier, et il avait précisé à ce moment-là, l'islam est dans l'État. Donc nous avons ici quelque chose, me semble-t-il, de très intéressant au sujet de la séparation ou de la non-séparation. L'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, j'étais au palais de justice et il se trouve qu'il y avait le coordinateur des aumôniers musulmans du Grand Ouest. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit « Nous avons besoin de davantage de moyens, non seulement matériels, mais aussi de formation. Et vous ne pouvez pas nous les refuser au nom de la laïcité. » Et il s'adressait à des juges ici, et j'ai trouvé que cette demande était tout à fait intéressante dans le cadre contemporain, dans le cadre qui est le nôtre. Il relisait les 2 premiers articles de la loi de 1905, article 1, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Article 2, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes, pourront toutefois, et c'est ce qui est très important, pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie
est destiné à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Et puis nous savons qu'il y a aussi le cas de l'armée. C'est-à-dire en gros 3 situations, l'école, la prison, l'hôpital et l'armée, là où les malades, les militaires ou bien les prisonniers, les détenus, ne peuvent pas eux-mêmes d'eux-mêmes se rendre au culte, et donc de manière privée. C'est l'État qui leur apporte la possibilité de pouvoir exercer ce culte. La loi a été modifiée à plusieurs reprises, et notamment cet article encore en 2006. Ce qui nous montre que la séparation n'est jamais complètement absolue. Je terminerai par là. Et la preuve en est en 2013, lorsque l'État a reconnu aux témoins de Jéhovah la possibilité d'avoir des aumôniers dans les prisons, à la demande de prisonniers. Qui reconnaît? C'est bien l'État qui reconnaît ici. Il ne reconnaît pas n'importe quel type d'aumônier. Il a fait une expérimentation auprès d'aumôniers de témoins de Jéhovah pour voir si le désordre n'allait pas être créé dans les prisons, et ensuite il a fini par les reconnaître. Ces exceptions témoignent du fait aussi que les responsables de la cité, aussi bien il y a 110 ans qu'aujourd'hui, n'écrivent pas sur une page blanche. Ils doivent prendre acte de l'existence d'une société qui a une histoire, qui a un vécu. Et tout ce qui se passe au sujet des débats qui se passent au sujet des fêtes, par exemple, ils sont liés à une histoire. Et ça ne veut pas dire que dans 200 ans, les mêmes fêtes seront célébrées. Mais à l'heure actuelle, c'est le résultat d'une forme d'héritage. Et l'État fait avec cet héritage-là, qui, encore une fois, ne vaut pas pour aujourd'hui et pour demain, mais qui est la situation d'aujourd'hui. Je vous remercie.